Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. L'affaire Bertrand Cantat a défrayé la chronique à l'été 2002. La chute d'une idole. Sur un tournage en Lituanie où il l'avait accompagné, Cantat va un soir se déchaîner à coups de gifle sur sa fiancée Marie Trintignant. A-t-il voulu la tuer ou est-elle morte par accident? Et dire que cette année-là, le tube de Cantat faisait un carton à la radio et sur Europe 1. Cette histoire se joue en une nuit, une seule, dans une chambre d'hôtel de Vilnius, la capitale de la Lituanie. Une chambre ou plutôt une suite, la suite numéro 35, la nuit du 26 au 27 juillet 2002. Depuis quelques semaines, la suite est occupée par deux artistes français qui sont en couple depuis peu. Elle est la vedette d'un téléfilm qui se tourne en ce moment à Vilnius, un téléfilm sur l'écrivaine Colette. Lui ne fait qu'accompagner sa chérie. Il est chanteur, il est rocker, c'est un amant jaloux. Il n'aurait pas pris le risque de laisser sa chérie seule sur ce tournage. Elle, c'est Marie Trintignant. Sa mère Nadine réalise le téléfilm. Lui, c'est Bertrand Cantat. Il est le chanteur du groupe Noir Désir. C'est un rocker radical, pas vraiment le genre people, et même carrément sauvage. Les deux, Bertrand et Marie, ne sont ensemble que depuis quelques mois, mais c'est un amour passionnel. Il est 23h45. Les voici qui rentrent à leur hôtel. Ils viennent de fêter la fin de tournage de l'un des comédiens du film, Lambert Wilson, qui rentre demain à Paris. Sur le chemin de leur hôtel, les deux se sont pris la tête, selon un scénario assez classique. Marie a reçu un texto de son ex, le réalisateur Samuel Benchetrit. Ça n'était pas le premier. Elle est comme ça, Marie. Elle pense que quand une relation amoureuse s'achève, on peut rester amis. Alors elle est restée amie avec Samuel. Amie plutôt qu'ennemie. C'est pas facile, mais ça se tente. D'autant qu'ils ont un enfant ensemble, le petit Jules. Amis quand on a été amoureux. Amis quand on s'est aimé charnellement. Il y a des gens qui pensent que ça n'est pas possible. Vous en connaissez peut-être vous aussi. Bertrand Cantat est l'un d'eux. Que sa chérie puisse échanger des textos affectueux et tendres avec Benchetrit, ça le met dans tous ses états. Il est tard, un tournage c'est épuisant, lever tôt, coucher tard, tous les jours, depuis des semaines, et les fiestas le soir. Marie n'a qu'une idée, se coucher, dormir. Elle n'a aucune envie d'engager une énième prise de tête avec Bertrand. Aucune. Le problème, c'est que lui, l'alcool aidant, il veut parler, il veut en parler. Elle doit s'expliquer. Une dispute de couple assez classique, me semble-t-il, non? Ce qui s'est passé après, on le sait essentiellement grâce au témoignage de la veilleuse de nuit, Simona. Dans sa déposition à la police, elle raconte que vers minuit et demi, elle a entendu des éclats de voix s'échapper des fenêtres ouvertes de la suite 35. Madame Trintignant et Monsieur Cantat se disputaient. On entendait des portes claquer. Ensuite, comme des coups de poing sur la table, des glissades de chaises sur le sol et des chutes de chaises. Je ne peux pas dire s'il y a eu des bruits de coups portés sur un corps humain. Elle a eu peur, Simona. Peur que les voisins se plaignent du bruit. Alors elle a appelé la chambre. Personne n'a répondu. Ils ont continué. Alors elle est montée, elle a frappé à la porte. C'est lui qui lui a ouvert, il était torse nu, avec juste un pantalon. Agar et hirsute. Elle dira aux policiers « Je n'ai pas remarqué sur lui de traces ou de lésions. Quant à Madame Trintignant, depuis la porte, je ne l'ai pas vue. » J'ai dit en anglais qu'il fallait faire silence à cause du bruit, et Monsieur Cantat a répondu « Of course. Of course, bien sûr, ils vont se taire, bien sûr, ils comprennent qu'il est tard, bien sûr, ils comprennent pour les voisins. » Il est 1h moins 20 quand Bertrand Cantat referme la porte de la suite numéro 35. L'employé redescend et elle dit « Je suis retourné à la réception. À partir de là, je n'ai plus entendu aucun bruit venant de la suite 35. » Ce qui s'est passé ce soir-là dans la chambre, entre le début de la dispute
Et 7h30 du matin, c'est-à-dire le moment où Marie, dans le coma, sera emmenée à l'hôpital, il n'y aura que Quentin pour le raconter. Et notamment ce moment où elle lui aurait dit « Si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez ta femme ». C'est là qu'il lui a attrapé les deux bras pour qu'elle se calme. Elle s'est débattue, il a serré encore plus fort. Elle a essayé de se dégager et dans un mouvement un peu brusque, elle lui a ouvert la lèvre. Il a eu mal, il est tombé par terre. Elle est restée debout. Elle l'a toisé du regard. Elle lui aurait dit quelque chose comme « Casse-toi, rentre à Paris ». Il dit que c'est à ce moment précis qu'il a perdu les pédales. Il lui a donné une première claque sur la joue gauche, puis une deuxième, en plein sur l'arcade sourcilière droite. Il avait gardé ses bagues, ses grosses bagues de rocker. Ça fait mal. La troisième gifle a touché Marie à la mâchoire. La quatrième, plus violente, lui a fracassé les os du nez. Elle est tombée par terre. Elle a perdu connaissance. Et voilà que Quentin la traîne vers le salon, jusqu'au canapé. Maintenant, il y a du sang qui coule de son arcade sourcilière et de son nez. Et sur son visage, on commence à voir se former des bleus. Mais, dira Quentin, elle respirait, elle respirait fort, elle était vivante, elle était consciente. C'est essentiel, parce qu'il va falloir qu'il explique pourquoi, à cet instant précis, il n'a pas appelé les secours. Pourquoi il s'est contenté d'éponger le sang sur son visage avec des serviettes mouillées avant de la ramener dans le lit, de l'allonger, de la déshabiller, de remonter la couette, d'éteindre la lumière et de fermer la porte. Il lui a donné 4 coups sur le visage puissant. Elle a le visage tuméfié, le nez et l'arcade sourcilière qui pissent le sang. Elle a perdu connaissance et au lieu d'appeler un médecin, il la couche dans son lit, il remonte la couette et il s'en va. Pour sa défense, il dit que quand il l'a mise dans le lit, il a senti son souffle, qu'elle a grogné, ce qui veut dire qu'elle était vivante, mais qui ne veut pas dire qu'elle allait le rester éternellement vivante. Il dit aussi qu'il est resté longtemps, assis, la tête entre les mains, pétrifié par ce qui venait de se passer. On ne reverra jamais Marie Trintignant. Elle avait 41 ans. Et maintenant, il est là, assis, la tête entre les mains, totalement perdu sur la conduite à tenir. Après de longues minutes, il se décide enfin à appeler quelqu'un. Il prend le téléphone de Marie qui est là, sur la table basse, et il appelle. Devinez qui ? Samuel Benchetrit. Samuel Benchetrit, l'ex de Marie, celui qui a envoyé le texto qui a déclenché la dispute, celui dont il est si jaloux, celui que, pour tout dire, il soupçonne d'être encore amoureux de Marie. Il est presque 2 heures du matin. À Paris, évidemment, Samuel dort, mais il finit par décrocher. Au bout du fil, il entend Quentin qui sanglote. Quentin qui ne lui parle pas de la dispute, de la bagarre, de Marie dans le lit, du visage couvert d'échymoses, du sang qui coule. Non. Quentin qui veut juste savoir s'il est toujours amoureux d'elle. Quentin est dans un délire possessif. Samuel le rassure. « Je te dis qu'il n'y a plus rien entre elle et moi. De la tendresse, c'est tout. » Ça n'est qu'à ce moment-là que Quentin lui parle de la dispute. Une dispute ? Non, mais elle va bien. Elle a un cocard. Un cocard. Alors que de toute évidence, à ce moment précis, Marie Trintignant est dans le coma. Un cocard. Les deux hommes se parlent pendant 1 heure. Quand Samuel, plus tard, racontera cette conversation au policier, il dira qu'il a trouvé Bertrand doux et un peu perdu. Quand il raccroche, Quentin retourne dans la chambre. Elle est toujours là, étendue sous sa couette,
Maintenant, les bleus sur le visage sont énormes. Ils sont violacés. Alors il rappelle Samuel Benjedrit, qui lui conseille d'appeler le frère de Marie, Vincent, qui a la chance d'être sur place, à Vilnius. Il saura ce qu'il faut faire. Pendant 1 heure, Quentin tourne en rond dans la suite. Appeler Vincent, oui. Mais pour lui dire quoi? Pour lui dire que j'ai fracassé sa sœur, qu'elle est à moitié morte? Finalement, 4 heures du matin, il appelle Vincent. On s'est disputé. Tu ferais bien de venir. Dix minutes plus tard, Vincent Trintignant pénètre dans l'hôtel Domina Plaza. Il frappe à la porte de la suite 35. Bertrand lui ouvre. À ce moment-là, rappelons que Marie est dans le lit. Vincent ne la voit pas. La porte de la chambre est fermée. Il ne voit pas son visage tuméfié. Il ne voit pas le sang qui coule de son nez. Pour lui, elle dort. Ils se sont disputés, mais elle dort. En revanche, quand il entre dans la chambre, il voit Bertrand, qui l'assomme de paroles. C'est l'expression qu'il emploiera. Il l'assomme de paroles pendant 2 heures. Et de quelles paroles? Il lui parle essentiellement de lui, de son mal-être, de son mal-vivre. Lui. Elle, ils en parlent peu. Elle dort. Le centre du monde, à ce moment-là, c'est lui. Et Vincent, il ne sait pas, il ne réalise pas que sa sœur est en train d'agoniser à quelques mètres de lui, dans le lit. Il écoute Bertrand lui raconter une vie de dépression, de névrose, une vie d'artiste, quoi. Il a l'habitude, Vincent. Son père est comédien, sa mère est comédienne, sa sœur est comédienne. C'est un enfant de la balle. Il a grandi au milieu des grands névrosés que sont les artistes. C'est à 7 heures du matin que finalement, les 2 hommes entrent dans la chambre, qu'ils soulèvent la couette et que Vincent aperçoit le visage fracassé de sa sœur et le sang qui coule sur son nez et qui coule de sa bouche. Il dit « Je l'ai touchée, je l'ai appelée, elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai un peu bousculée pour la réveiller, mais à aucun moment elle n'a bougé ou gémi. Elle était déjà dans le coma. » À 7h15, la veilleuse de nuit appelle les urgences. 4 minutes plus tard, les secouristes lituaniens sont au pied du lit. Ils pratiquent sur Marie un test de réflexe. Négatif. Elle ne bouge pas. Il faut la transporter le plus vite possible à l'hôpital. À 8h moins 20, l'ambulance quitte l'hôtel et Vincent et Bertrand sont dans l'ambulance, tous les deux. À l'arrivée à l'hôpital des premiers secours de Vilnius, l'état de Marie Trintignant est jugé désespéré. Les médecins ont pratiqué immédiatement un scanner de sa tête. Elle a un hématome sous-dural de 6 à 7 mm d'épaisseur au-dessus de l'hémisphère droit, avec effet de compression. Un hématome comme celui-là, il fallait l'opérer tout de suite. Là, c'est beaucoup trop tard. À 8h30, Vincent appelle sa mère, Nadine Trintignant, pour la prévenir. Quelque chose est arrivé à Marie. Elle doit venir de toute urgence à l'hôpital. Entre-temps, Marie a été emmenée au bloc. L'équipe de neurochirurgie tente quelque chose, mais les chances sont proches de 0. Il faut attendre. Et c'est à ce moment-là, au tout début de cette longue attente qui va durer des jours finalement, que Vincent commence à comprendre, qu'il s'autorise à comprendre que Bertrand, le gentil Bertrand un peu perdu, qui lui a tenu la jambe une bonne partie de la nuit, le doux Bertrand, a tué sa sœur. La scène se déroule dans la salle d'attente de l'hôpital de Vilnius. D'un coup, il se met à lui hurler dessus. « Pars, putain, pars! Fous le camp! Avant que j'appelle les flics. » Et tel un zombie, voilà Bertrand Cantat qui quitte l'hôpital. Il rentre à l'hôtel. Il retourne dans cette maudite chambre qui porte encore les stigmates de cette nuit de folie. Il voit les traces de sang sur le sol, dans le lit, les serviettes maculées de rouge. Et il appelle Christina Radi, son ex-femme, celle-là même qu'il a quittée pour Marie. Il a vécu 5 ans avec elle. Ils ont un petit garçon, Milo. Et c'est elle qu'il appelle à ce moment précis de sa vie.
Elle que sans doute il aime encore. C'est à elle qu'il raconte tout. Et c'est en lui parlant, sans se mentir, qu'il réalise sans doute que c'est lui qui l'a tuée. Non pas qu'il voulait la tuer, mais que de fait, il l'a tuée. Quand il raccroche, c'est clair dans sa tête. C'est enfin clair. Il vient de fracasser sa femme, sa vie et sa carrière. C'est vertigineux. Et on sait que le garçon n'est pas par ailleurs très équilibré. Alors lentement, il rassemble tous les médicaments qu'il peut trouver. Dans sa trousse de toilette, dans celle de Marie, antidépresseurs, tranquillisants, anti-inflammatoires. Et il les avale. Tous. Ce sont les policiers qui vont le sauver. Les policiers envoyés pour l'arrêter. Ils le trouvent inanimé, étendu sur le sol de la chambre. Ils appellent les secours, ils l'emmènent à l'hôpital, le même hôpital que Marie, le même service de réanimation. Sauf que lui va s'en sortir après un lavage d'estomac. À 13h30, un médecin vient voir Nadine Trintignant. Marie est maintenue en vie artificiellement. Il n'y a plus aucun espoir. À cet instant, le père de Marie, le comédien Jean-Louis Trintignant, est dans l'avion pour Vilnius et les copains de Quentin, les autres membres du groupe Noir Désir, ont décidé de venir aussi. À l'hôpital de Vilnius, les médecins n'ont pas menti à Nadine Trintignant, ni à Vincent. Il n'y a plus d'espoir. Marie est perdue. On peut la garder quelque temps encore sous assistance respiratoire, mais elle est dans le coma et c'est irréversible. Et c'est à cause de lui. Il l'a tuée. Dans la guerre judiciaire qui commence, le clan Trintignant a un avantage de taille. Vincent Trintignant est en couple avec une Lituanienne, Ruta. Elle parle la langue et elle connaît le système judiciaire. Grâce à elle, ça va être beaucoup plus simple. Parce que sinon, imaginez que vous vous trouvez dans un pays étranger dont vous ne parlez pas la langue, dont vous ne connaissez pas le système, votre fille, votre sœur a été massacrée par son petit ami, vous faites comment? Vous allez voir qui? Vous vous faites comprendre comment est-ce que vous trouvez un avocat? Grâce à Ruta, ça va aller très vite. Le jour même, elle accompagne Vincent devant la 3e chambre du tribunal de Vilnius. Il y a là 2 magistrats et 1 policier. Ils écoutent, ils prennent des notes, la machine est lancée. Et puis, c'est un peu délicat à dire à ce moment de l'histoire, mais c'est vrai, les Trintignant ne sont pas n'importe qui. Ça compte, bien sûr. Jean-Louis Trintignant, le père de Marie, est un comédien cultissime en France, une star absolue. Alors quand Vincent et Nadine ont besoin d'un avocat à Vilnius, ils appellent qui? Georges Kiesman à Paris, ancien ministre, ami de la famille depuis toujours, et qui connaît bien sûr le meilleur avocat de Vilnius, Maître Motieka. Et quand se pose la question de savoir s'il n'y a pas encore une chance de sauver Marie, le gouvernement français met à la disposition de la famille un avion, un Falcon aux couleurs de la République française. L'avion décolle de Villacoublay vers minuit, le lundi soir, soit 24 heures après les faits. Il emmène à son bord le chirurgien des stars, le neurologue que s'arrachent les people, le docteur Stéphane Delajoux. L'avion se pose à Vilnius à 4 heures du matin. Quelques minutes plus tard, Delajoux est au chevet de Marie. Et voici son diagnostic, tel qu'il le livrera quelques jours plus tard à la brigade criminelle. Elle a de nombreuses contusions au visage, une marque à la pommette droite, une plaie à l'arcade droite, un très volumineux œdème à la paupière droite. L'ouverture de l'œil est impossible. Il y a des traces de griffures ou de serrage sur les mains et surtout un traumatisme crânien qui se traduit par une hypertension intracrânienne très importante et un important œdème cérébral secondaire. Pronostic vital très réservé. Espoir proche de 0. Pour l'expliquer aux parents et les aider à accepter l'issue fatale, le docteur Delajoux trouve une image saisissante. Marie a subi un traumatisme qui correspond à celui d'une moto projetée à 200 km/h contre un mur. Il sait bien sûr qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut débrancher Marie, que c'est fini.
La lutte pour la vie de Marie Trintignant, l'actrice est toujours soignée dans un hôpital de Vilnius en Lituanie. Son compagnon, le chanteur du groupe Noir Désir, a été placé en garde à vue. La justice le soupçonne d'être à l'origine des blessures de Marie Trintignant. Il pourrait être inculpé et incarcéré dès demain dans une prison lituanienne. Hier, l'actrice a subi une seconde opération du cerveau. Nous sommes en ligne avec son neurochirurgien, Stéphane Delajoux. Bonjour. Bonjour madame. C'est vous qui l'avez opérée. Comment va-t-elle ce matin ? Elle va mal. J'ai eu ce matin au téléphone mes collègues neurochirurgiens de Vilnius. Et malheureusement, Marie Trintignant est toujours dans le coma, dans un coma profond. Il n'y a pas eu d'évolution neurologique et ses heures sont comptées. Hier, vous parliez d'opération de la dernière chance. Oui, elle s'était aggravée, et elle n'a cessé de s'aggraver d'ailleurs depuis son arrivée dans cet hôpital dimanche matin. Et dans un contexte d'aggravation progressive, on a tenté de faire une décompression cérébrale. Et ce qui a été fait, techniquement, l'intervention s'est bien passée, la patiente l'a bien supportée. Malheureusement, on est arrivé sans doute beaucoup trop tard. Pourquoi avez-vous pris la décision de vous rendre en Lituanie ? C'est la famille qui vous l'a demandé ? Oui, c'est son papa, Jean-Louis Trintignant, qui nous a demandé de venir, de faire le point, de faire le maximum pour essayer de sauver sa fille. Vous connaissiez déjà Marie Trintignant. Est-ce que c'est une femme qui peut surmonter l'épreuve ? Est-ce qu'elle en a la force, à votre avis ? Alors, je ne la connaissais pas. Et malheureusement, je pense qu'il ne s'agit même plus de force morale, puisque, encore une fois, au point de vue médical, au point de vue neurologique, on considère qu'il n'y a plus d'espoir, quelle que soit la force morale. Médicalement, il n'y a plus rien à faire. Médicalement, il n'y a plus rien à faire. On peut la soulager ? On peut la soulager, mais ce n'est pas nécessaire. Elle est dans un état, pour l'instant, où il n'y a aucune souffrance, ni morale, ni physique. Nous sommes le mardi matin. Les faits remontent au dimanche soir. Cela fait donc un peu plus de 24 heures que Marie est dans le coma à l'hôpital de Vilnius. À 11 heures, Bertrand Cantat, qui vient de faire une tentative de suicide, est placé en garde à vue. Son avocat français, le ténor du barreau Olivier Messner, n'est pas encore arrivé. Il est dans l'avion. Alors on lui a collé un avocat commis d'office, et voici ce qu'il dit au policier, un interprète traduit au fur et à mesure. « J'ai saisi Marie par les vêtements, je suis devenu furieux. J'ai donné de fortes baffes à Marie. Je portais sur le majeur et sur l'annulaire 2 bagues. L'une était une bague africaine massive, l'autre une bague avec ornement, mais sans pierre, comme une alliance. Marie se tenait debout dans l'encadrement de la porte de la salle de bain. Elle me faisait face. Je lui ai donné une baffe du plat de la main. Je me rappelle pas si j'ai frappé la première fois avec le plat ou avec le dos de la main. C'était des gifles fortes, mais vraiment très fortes. Il est possible que Marie ait heurté le chambranle de la porte. Je ne l'ai pas remarqué. Après les gifles, je l'ai saisi, nous nous sommes agrippés l'un à l'autre et je l'ai traîné dans le salon. Nous avons buté contre la petite table, nous étions agrippés l'un à l'autre et j'ai jeté Marie contre le sofa. C'est sa version. La tête de Marie a peut-être heurté un radiateur ou le chambranle de la porte. Bref, il se donne des circonstances atténuantes. Le magistrat lituanien qui est en face de lui considère pourtant qu'il y a suffisamment d'éléments pour l'inculper de violence volontaire ayant entraîné une invalidité lourde. Et il le renvoie en cellule. Entre-temps, à Paris, ça y est, l'affaire fait la une. Une histoire comme celle-là, en plein été, alors qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. Pour les médias, c'est du pain béni. Ne cherchez pas à comprendre, la procédure lituanienne est de culture anglo-saxonne, rien qui ressemble à notre système. Cet après-midi-là, la chaleur dans la salle d'audience est étouffante. Il y a des journalistes par dizaines des Lituaniens, mais surtout beaucoup de Français. Et au premier rang, le clan Trintignant forme un bloc serré, solidaire. Tout le monde attend de le voir, de voir sa tête, de lire dans ses yeux. Il entre, la tête baissée, comme un taureau dans une arène. Il est menotté, encadré par 2 policiers. Les flashs se mettent à crépiter. Il s'assoit dans le box. D'emblée, le procureur demande son placement en détention provisoire pour au moins 1 mois. Le juge demande à Cantat de se lever. Il est en larmes. Il répète que c'était un accident et que surtout, il veut être jugé chez lui,
en France. Je veux bien payer tout ce que je peux payer, mais je n'ai rien à faire en Lituanie. Je veux être arrêté en France. Et pourquoi donc être jugé en France ? Pense-t-il qu'il sera mieux traité ? Que la justice française sera plus clémente, plus attentive ? En tout cas, pour l'instant, il reste en Lituanie. Le juge le place en détention provisoire pour au moins 15 jours. Au premier rang, les Trintignants sont soulagés. Ils vont pouvoir s'occuper maintenant du rapatriement de Marie à Paris. Médicalement, disons-le tout de suite, ça n'a aucun intérêt. Les neurologues lituaniens l'ont dit aux Français. Sur le papier, elle est déjà morte. Mais la famille veut qu'elle s'éteigne en France, chez elle. Le jour même, en fin d'après-midi, des dizaines de journalistes sont massés devant l'hôpital de Vilnius. Nadine Trintignant lâche entre les dents « Quelle bande de chiens !» L'avion qui était parti chercher Marie Trintignant à Vilnius s'est posé vers 19h30 au Bourget. Escorté par la police, accompagné d'un convoi de plusieurs autres véhicules, l'ambulance qui a pris en charge l'actrice s'est présentée peu après 20h à la clinique Hartmann à Neuilly-sur-Seine. C'est là que travaille le neurochirurgien qui était allé opérer Marie Trintignant mardi en Lituanie. Une opération de la dernière chance et sur place déjà, le docteur Stéphane Delajoux était très réservé sur les chances de sa patiente. Hier soir, à Neuilly, le médecin n'avait pas plus d'espoir. Marie Trintignant est dans un état stationnaire, comme avant son départ de l'hôpital de Vilnius. Elle est actuellement dans un coma profond. Nous venons de réaliser un électroencéphalogramme qui est totalement plat depuis plus de 20 minutes. Et son pronostic vital reste le même, c'est-à-dire, je le répète, elle est dans un coma profond, irréversible. Et il n'y a vraiment plus aucun espoir. Pour justifier hier le rapatriement de l'actrice malgré l'avis défavorable des médecins lituaniens, l'avocat des Trintignant, maître Kiejman, expliquait « La famille souhaite que si elle doit mourir, ce soit en France ». À Paris, à la clinique Hartmann, ils sont maintenant tous réunis autour de Marie, dont la poitrine se soulève mécaniquement au rythme du respirateur artificiel. Ses parents sont là, bien sûr, son frère, et aussi Lambert Wilson, qui va chanter pendant des heures, Anouk Aimé, Jacques Higelin, et l'écrivain Georges Semprin. Le lendemain, 1er août, le docteur Delajoux annonce que Marie est officiellement décédée. À Vilnius, Quentin apprend la nouvelle par son avocat. Il a été choqué. Il a pleuré. La réaction a été très terrible. C'est normal. Dans cette situation, c'est normal. Parce que quand vendredi, j'ai parlé à ce thème, j'ai préparé cette situation. Parce que à vendredi, je lui ai expliqué, écoute Bertrand, le cerveau est mort. C'est le corps, c'est maintenant et seulement le corps Marie. Et c'est aujourd'hui, j'ai expliqué et je l'ai informé. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Non, il a été triste et aucun commentaire, excusez-moi, mais c'est la situation très délicieuse. Est-ce qu'il est stressé, fatigué ? Bien sûr, il est stressé, il est fatigué, bien sûr. Il ne mange pas, il m'a dit, je ne veux pas manger, je ne peux pas dormir. Mais est-ce qu'il vous a dit que, par exemple, il ne voulait plus vivre ? Il a répété quelques fois, il y a 3 jours, il y a 4 jours, mais c'est par exemple aujourd'hui, la situation change. Ça va mieux ? À mon avis, c'est oui. En France, les hommages se multiplient. Celui du président Chirac, par exemple. Elle servait son art avec beauté, sensibilité et intelligence. Chacun mesure avec effroi l'injustice d'un destin si brutalement brisé. Ou celui du ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon. C'était une femme libre qui menait sa carrière comme elle l'entendait, en obéissant à sa passion. Elle agissait par amour, elle faisait ce qu'elle aimait, elle travaillait avec ce qu'elle aimait, et c'est ce qui la rendait si émouvante, si convaincante dans les rôles des personnages qui jouent avec les marques. Maintenant, les choses se compliquent pour Quentin, car au pire,
c'est un meurtre, ou mieux, ce sont des coups et blessures ayant entraîné la mort. Marie Trintignant est finalement décédée des suites des blessures que lui a infligées Bertrand Cantat à Vilnius. Rapatriée à Paris dans un coma profond et irréversible, elle vient d'être débranchée. Un corbillard qui s'avance au pas dans une chaleur suffocante, des chutes qui s'élèvent du public entassé derrière des barrières métalliques. Il est 14h05, le cercueil de Marie Trintignant vient d'arriver au cimetière du Père-Lachaise. Un cercueil entièrement blanc comme les habits de tous ceux qui se tiennent là, près de la comédienne pour une dernière fois. Ses amis et sa famille, son frère Vincent qui dit quelques mots. Marie, ma sœur chérie, tu es pour toujours lumineuse, rieuse comme je t'aime. Dans la boîte blanche, c'est pas vraiment toi, vu que tu es dans mon cœur et qu'on peut pas être partout à la fois. Jean-Louis Trintignant, terriblement ému, s'approche du micro, fait référence à toutes ces lettres de soutien qu'ils ont reçues. Il y en a beaucoup, mais je veux vous en remercier. Et parmi toutes ces lettres, il y a une phrase que j'ai retenue, qui est pour nous tous, pas que pour nous, la famille, mais pour nous tous, pour vous, pour nous. C'est « Ne pleure pas celle que tu as perdue. Oh, au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue. » Pardon. Nadine, la maman de Marie, dira quelques phrases aussi, d'une voix étranglée, mais le micro coupe et l'on n'entend pas. La cérémonie s'achève sur une musique choisie par Nadine Trintignant. Chacun dépose une fleur sur le cercueil, des roses blanches, jaunes et des tournesols, avant de s'obliger à partir et à dire au revoir. La mort de Marie Trintignant a des conséquences sur les enquêtes, car il y en a deux. Une en Lituanie, où se sont déroulés les faits et où Bertrand Cantat est désormais détenu, et la seconde en France, où une information a été ouverte après une plainte de la famille Trintignant. À Vilnius, ça devient un homicide volontaire, passible de 15 ans de prison maximum. À Paris, on parle de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Là aussi, 15 ans de prison sont en jeu. Mais vous remarquerez tout de suite que l'incrimination française est moins lourde. La juge parisienne ne retient pas l'intention de tuer, alors que le juge lituanien penche pour un acte volontaire. Cela dit, le débat ne va pas durer longtemps, car on a maintenant les résultats de l'autopsie qui a été réalisée en France par les légistes de l'Institut médico-légal. Ça n'est pas un accident, ce sont les coups, les gifles de Cantat qui l'ont tué. Reste une question. Où Bertrand Cantat sera-t-il jugé ? C'est un sujet délicat. La Lituanie est un pays souverain, la France ne peut pas exiger que la suite se passe à Paris. Diplomatiquement, on marche sur des œufs. La question est vite tranchée. À Vilnius, le procureur Klamevicius déclare « Une extradition de Bertrand Cantat est absolument impossible avant un procès en Lituanie. » Le débat est clos, il sera jugé à Vilnius. Et le procès s'ouvre le 16 mars 2004, un peu moins de 2 ans après le drame. Ce sera la première fois, les deux clans face à face, deux familles recomposées pour s'opposer. À Vilnius, chaque groupe a investi son hôtel. De chaque côté, les enfants, les parents, les frères, les avocats, les anciens hommes de Marie et la femme abandonnée de Bertrand. Dans l'intimité des deux hôtels de luxe, c'est la guerre des mots, réfléchie pour salir l'autre. Il est où le chanteur romantique ? Demande l'avocat des Trintignant. Je ne vois qu'un meurtrier qui a fait de Marie un punching ball. Marie n'était pas un ange parfait, répondent les Cantat, mais une femme tumultueuse qui jouait avec les hommes. Eux ont les meilleurs avocats, les traducteurs, tout ce qu'il faut, disent les proches du chanteur. Nous, on est perdus, des petites gens qui ne comprennent rien. Et quand les Cantat parlent de passion destructrice, l'avocat des Trintignant répond avec des mots taillés. La passion ici, c'est une fable. Il ne pouvait qu'être conscient qu'il était susceptible de la tuer, compte tenu du nombre des coups donnés, c'est-à-dire 18, et compte tenu de la violence de ceux qui ont frappé Marie à la tête. Il faut quand même que la condamnation de Cantat soit à la proportion de la gravité de ce qu'il a fait.
ne peut pas transformer ça en une simple histoire d'amour où Roméo aurait tué Juliette. Et il faudrait cesser de parler de crimes passionnels, expressions vagues qui se confondent souvent avec des crimes de propriétaires. Pendant des mois, ces deux familles si différentes se sont opposées dans la presse en faisant tout pour s'ignorer. Comme à l'aéroport de Vilnius, quand la mère du chanteur, venue chercher un ami, tourne le dos en s'énervant à Nadine Trintignant, cachée derrière des lunettes noires. Ce matin, les deux familles seront rassemblées dans la salle du tribunal, regard haineux contre mépris. Dans sa cellule, cette seule image glace Bertrand Cantat. Plus le procès approche, disent ses amis, plus il est angoissé. 500 journalistes ont demandé une accréditation. Rendez-vous compte, 500. Et il n'y a que 100 places dans la salle d'audience. Ce procès sera l'affrontement de deux femmes. Nadine Trintignant, ravagée par la douleur de la perte de sa fille, et Christina Radi, qui s'est placée dans le camp du père de son fils. Le premier jour du procès, Cantat doit à nouveau raconter. Le deuxième jour, c'est Samuel Benchetrit qui est appelé à la barre, et il lance une bombe quand il dit que Christina Radi lui a confié, juste après le drame, avoir été victime de violence de la part de Bertrand. Ça tombe bien, c'est justement au tour de Christina de témoigner. Elle dément. Bertrand n'a jamais levé la main sur moi, ni sur aucune autre personne que je connaisse. Je n'ai jamais dit qu'il m'avait frappé. Il pouvait être violent dans les mots, mais pas physiquement. Jamais, je le répète, il n'a levé la main sur moi. Il y a eu des bousculades parfois. L'un voulait partir, l'autre le retenait. L'avocat des Trintignant, Georges Kieschmann, dira « Monsieur Cantat a beaucoup de chance d'avoir une femme de votre qualité. » Le verdict tombe après une semaine d'audience. En Lituanie, le tribunal de Vilnius a donc rendu son jugement ce matin, 2 semaines après l'ouverture du procès de Bertrand Cantat, jugé pour le meurtre de Marie Trintignant. Le chanteur a donc été condamné à 8 ans de prison. Sébastien Dordy, vous êtes en direct de Vilnius. À l'annonce de la peine, il n'a pas bronché. Oui, pas d'une émotion sur le visage du chanteur. Quand le président lui demande, juste après cette sentence, « Vous avez bien compris la peine ?» Bertrand Cantat répond très fermement « Oui ». Et se rassoit sans autre commentaire. Sur le banc des parties civiles, Vincent Trintignant, le frère de l'actrice, retient lui un sourire. De l'autre côté, la mère du rocker essuie une larme en se cachant pour que son fils ne le voie pas. C'est lourd, dit une proche de la famille Cantat. 8 ans, homicide volontaire. Le chanteur n'a pas voulu tuer, dit le jugement, mais il avait conscience en frappant des conséquences de ses coups. La sentence est dans la droite ligne du réquisitoire, plus lourde que ce qu'attendaient les défenseurs du chanteur. Alors l'avocat de Cantat ne réfléchit pas longtemps. Sa stratégie est déclinée au bout de quelques secondes. Ce sera a priori un appel. A priori parce qu'il faudra convaincre le chanteur. Depuis plusieurs jours, ses proches essayent de le préparer à cette hypothèse pour qu'il tienne encore en Lituanie. Seul Français isolé dans la prison de Vilnius, Bertrand Cantat serait épuisé. Il veut rentrer en France, mais légalement un procès en appel fixé dans plusieurs mois décalerait d'autant la possibilité d'un transfert vers une prison française. Mais finalement, il n'y aura pas d'appel, car l'avocat de Cantat, Olivier Metzner, a fait un deal avec la justice lituanienne. Il renonce à l'appel à condition que Cantat soit autorisé à purger sa peine en France. Bertrand Cantat finira sûrement de purger sa peine en France. Son retour devient possible maintenant que le ministre lituanien de la Justice ne s'oppose plus au transfert de l'ex-chanteur de Noir Désir. Pour l'instant, aucune date n'a encore été fixée, mais son retour pourrait avoir lieu dès le mois prochain. L'année dernière, dans la nuit du 26 au 27 juillet, Bertrand Cantat avait frappé et tué sa compagne Marie Trintignant. Il avait été condamné à 8 ans de prison. Maître Pierre Urmic est l'avocat du chanteur. Il répond à Laurent Guigné. Sa famille accueille avec plaisir cette décision, tout en étant extrêmement prudente, en disant bon, mais maintenant qu'il faut quand même, on sera totalement rassuré le jour où on sait que son avion aura atterri en France. Donc on peut escompter sur un retour prochain. Mais est-ce que vous croyez aussi qu'on est en train de déjà chercher le lieu du centre de détention ? Alors c'est sûr, dans un premier temps, le lieu sera vraisemblablement région parisienne et plus que vraisemblablement Fresnes. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il y aura un lieu de détention dans le sud-ouest, c'est-à-dire proche de la famille de Bertrand Cantat, à moins d'1 heure de Bordeaux quand même. Ce sera un détenu lambda en France qui bénéficiera du même régime carcéral et du même régime éventuel de liberté que les autres détenus français. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. En vertu du principe d'égalité, ça sera un détenu comme les autres. Y compris la liberté conditionnelle, comme vous le dites. Tout. Enfin, s'il se comporte bien en prison et on peut
le connaissant, on peut sérieusement compter là-dessus, il bénéficiera effectivement des remises de peine et de tout le régime carcéral de tout détenu français. Bertrand Cantat quitte Vilnius le 28 septembre 2004, 16 mois après y être arrivé au bras de Marie Trintignant. Finalement, c'est à Muret, près de Toulouse, qu'il va purger sa peine, à 2 heures de route de Bordeaux, où vivent la plupart de ses proches. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.